Bonjour les amis, nous sommes lundi et le lundi, eh bien, c'est la NBA ici présentement. Un gros week-end de sport puisqu'il y a eu du rugby, du foot et il y a encore de la Ligue des Champions cette semaine. Il y a du biathlon, me crie Polo dans l'oreillette puisque c'est la fin des championnats du monde. Ce soir, on fera un gros récap puisqu'on est lundi dans House of Sports, présenté ici même par notre ami Coach Jordan avec Erwan, avec Polo et avec Emeric de Bureau Oval. C'est une grosse semaine puisque jeudi, nous partons à Boston. Exactement. Erwan, bonjour Erwan. Bonjour Thomas. Bonjour, enchanté. Enchanté. Comment vas-tu? J'adore ce que tu fais depuis des années. Je te suis de très très près. Eh ben c'est gentil, je vais rougir, je suis un peu ému. Mais oui, donc nous partons jeudi à Boston avec Sport US Travel pour voir un énorme Celtics Rockets. Donc on va tourner, on vous le dit tout de suite, on va tourner un First Day Show mercredi qui sera donc diffusé le jeudi avec un jour de décalage, en espérant qu'il n'y ait pas un mec qui mette 100 points dans la nuit de mercredi à jeudi. Peu probable, mais on sait jamais. Non, j'ai du mal à le croire, même si on ne sait jamais à l'abri en NBA d'une énorme perf, j'ai un peu de mal à le croire. Bon, en tout cas, nous, on sera avec vous dès la semaine prochaine pour avoir un cycle à peu près normal. Notre émission a un nouveau sponsor, on est ravis de vous le présenter, c'est Hydrosport by Monster, donc une émission, j'allais dire n'importe quoi, une boisson de sport sans sucre, avec des acides aminés et ainsi de suite, qui vous permettront, eh bien, avant et pendant le sport, pendant l'effort, de vous recharger, de vous donner un petit coup de boost. Vous connaissez la boisson de base Monster, qui est plutôt énergisante, mais pour d'autres événements dans la vie, eh bien celle-là c'est 100% sport, donc ça a du sens pour nous qu'ils soient notre partenaire pour cette fin de saison. Ils le sont aussi sur le foot. Sur le foot, ouais. Donc dès mercredi, il y a Lyon-Juve, on sera en débrief comme après le match du PSG, pour ceux que ça intéresse. L'autre ballon rond que nous aimons, eh bien voilà, nous serons donc en direct mercredi. Alors aujourd'hui, on fait une belle vidéo pour célébrer Dwayne Wade, tout simplement, qui a vu son maillot numéro 3 retiré par le Miami Heat, Erwan. Ouais, c'était ce week-end, dans ce beau week-end NBA qu'il y a eu. Parce tout à fait. Vu, un énorme match hier soir. Ouais, un énorme match hier soir entre les Lakers et les Celtics. On a vu aussi des Bucks s'affirmer encore plus face aux Sixers en démontant nos amis des Sixers qui sont de plus en plus inquiétants, je trouve. Mais il n'empêche, on est là pour célébrer Dwayne Wade qui a eu le droit donc à son maillot retiré. C'est somme toute très logique, clairement. Une très belle cérémonie, un très beau speech, notamment avec une belle pensée pour Kobe Bryant. Il y avait tout le monde Pat Riley, voilà. Et puis on a vu que le public de la Triple A était venu en masse aussi. Voilà, une très belle cérémonie. On aime voir ça. On aime voir ça parce que voilà, D-Wade et Miami, c'est quand même une histoire incroyable. On va y revenir tout au long de cette vidéo. Et ça a été encore une fois une très très belle cérémonie. Et c'est bien que le Heat accroche des maillots de mecs qui ont gagné avec le Heat. Ah, tu pensais au 23 de au numéro 23, évidemment. On n'a toujours pas compris. Pat, si tu peux faire quelque chose, n'hésite pas à décrocher le numéro 23 de Michael Jordan, parce qu'il n'a jamais joué, je ne sais pas s'ils sont au courant, il n'a jamais joué pour la franchise du Miami Heat. Oui, effectivement, c'était une très belle cérémonie, donc c'était face aux Cavs, alors pas aux Cavs de LeBron, hein, c'est dommage. On a vu son fils et sa femme, Gabrielle Union, il faut toujours citer son nom, Gabi, qui ont hissé ce beau maillot numéro 3 tout en haut du plafond, avec beaucoup d'autres bannières, hein, parce que le chat qui est, je ne vais pas tous les citer, mais les bannières de champions et ainsi de suite, une franchise historique de cette... pourtant jeune, mais historiquement très fort en fait. 91, je crois, de mémoire. 90, je vais regarder. C'est justement avant la dernière arrivée des 95 et ainsi de suite des franchises. Le dernier arrivage, j'ai envie de vous dire. En tout cas, Miami célébrait donc sa star, le Wade County. D'ailleurs, j'en profite aussi pour rappeler que l'année dernière, ou c'était il y a 2 ans maintenant, on avait fait un petit sujet sur le retour de D-Wade après ce moment passé notamment à 88. Chicago. C'est vrai, 88 déjà, oh la vache. Ça fait plus de 30 ans qu'elle existe cette franchise. On avait fait un petit documentaire du côté de Miami pour justement voir l'impact de D-Wade. Donc si ça vous intéresse, vous y allez. Aujourd'hui, on va se poser plusieurs questions. D'abord, revenir en long et en large sur sa carrière, mais aussi quelle est sa place dans l'histoire des meilleurs arrières de la NBA. On va le comparer, si c'est possible, à Kobe, à Jordan et surtout à tous ceux avec lesquels il est en concurrence. Donc par exemple, Allen Iverson ou Jerry West. Alors d'abord, Erwan, le premier sentiment que tu as quand tu penses au jeune D-Wade, parce que c'est un gars quand même qui est parti très très fort dans sa carrière. Ouais, quand je vois un athlète, d'accord, je vois un athlète incroyable qui joue meneur, qui sort de 2 ans de market. Et moi, c'est pas... Compliqué, 2 ans de market. Ouais, compliqué, 2 ans de market. Et je vois arriver un athlète qui a les crocs. C'est ce qui me saute aux yeux. Alors, c'est une draft 2003 assez incroyable, avec celle de 84, l'une des plus belles de l'histoire. Et je vois un mec qui arrive et qui a les crocs. Et surtout, j'ai l'impression que ce mec est tombé au bon endroit au bon moment. À l'époque, le Heat est en fin de cycle. Ils sont encore dans l'après Tim Hardaway, Lonzo Mourning, qui ne les ont pas amenés là où Pat Riley aurait voulu les amener. Et finalement, il arrive dans une équipe ça fait 2 ans qu'il ne joue plus les playoffs. Ouais. Et on voit arriver ce gamin où Pat Riley, comme d'habitude, sait
qui l'a drafté, c'est exactement ce qu'il va en faire. Et lui, quelque part, il a besoin aussi parce que c'est un mec qui a une vie, une enfance très compliquée. Et je vois un mec, je le découvrirai plus tard, mais je vois en tout cas un mec qui arrive avec les crocs à la dalle et qui est content d'arriver chez le Heat, entouré de Pat Riley. C'est vrai que quand on pense à D-Wade, donc jeune, alors moi je pense évidemment à un physique, surtout un physique plutôt de, je sais pas, de cornerback, de foot US, pas du tout de basketteur, enfin un truc pas du tout, hyper musclé, 1m93, un jump cul, on va pas se mentir. Le nombre de dunks incroyable, celui sur Varjao restera parmi les plus beaux dans l'histoire carrément. Une bombe physique, mais aussi, quand tu parles de Gagne, tu as entièrement raison, c'est pas anodin qu'avec lui, dès la première saison, ils aillent en play-off. Et c'est pas anodin qu'au premier tour des play-offs, contre Baron Davis, qui est un des meilleurs meneurs de l'époque, eh bien c'est lui qui en sort victorieux avec un teardrop, allez, game winner, j'ai envie de te dire. Ça fait partie de ces grands moments du début de saison de carrière, sachant qu'il n'est pas rookie de l'année, c'est LeBron, sachant qu'il est derrière avec, on va dire, je mets des grands guillemets, hein, mais il y a LeBron et Melo qui sont vraiment mis en avant. Lui avec les Chris Bosh, les Kirk Heinrich, je ne parlerai pas de Milicic, mais il est dans le deuxième wagon. Mais finalement, très rapidement, il va devenir au même niveau que Melo, que LeBron et ainsi de suite. Dans cette draft énorme, Melo prend les rênes donc, des Nuggets. Il va en playoff. LeBron prend les rênes des Cavs. Il va pas en playoff. Dwayne Wade prend les rênes du 8 et ça sera des 3. Des 3 meilleurs de cette draft, sera le premier à gagner. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Ça sera le premier, donc il gagne au bout de 3 ans, donc en 2006, il est déjà champion NBA en étant MVP des finales et en étant le patron de son équipe. Alors le patron, il le sera très vite, mais pour revenir sur cette première campagne de playoff, très vite on comprend qu'il se passe quelque chose. Ouais. Les Hornets sont une équipe solide à l'époque, il se fait un mano à mano avec Baron Davis, tu l'as dit, qui est un meneur fort défenseur, Top fort meneur. attaquant, Ouais. et il se met un mano à mano et ce petit spin drop lors du match 7, Ouais. et là on se dit tout de suite, ok, c'est un mec qui a la dalle, c'est un mec qui aime la gagne et c'est un mec qui n'a pas peur dans les fins de match. Et là, on se dit, bah ok, le Miami Heat va pouvoir voir longtemps avec lui, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, il aura la chance, parce que c'est une chance de voir arriver en 2004 Shaquille O'Neal. Alors, Au bon endroit, au bon moment, Thomas. Ouais, bah, Il n'y a pas de Riley tout à derrière. fait. C'est vrai, non, mais t'as entièrement raison. Je vais pas te dire que t'attends là-dessus, mais ça reste une chance de voir débouler Shaq qui est encore plus gros qu'au début des Lakers, mais contre les Lamar Odom, les Caron Butler et tout ça, ça aurait été une bonne équipe de basket. Ça passe tout de suite pour une équipe de prétendante au titre, puisque le Shaq est encore très fort, il est deuxième au MVP, je crois, en 2005. Donc, tu vois, ou voire en 2006. Évidemment, c'est l'année où il est un peu blessé, 2006. Mais donc, tu te retrouves directement avec un bon coach qui revient aux affaires, avec Pat Riley, tout à fait, avec le Shaq qui est encore hyper dominant, et avec D-Wade qui devient Flash, et c'est le Shaq qui lui donne ce surnom-là. Mais c'est vrai que la finale face à Dallas, alors... On connaît les fans des Mavs et on sait qu'on parlera des arbitres et ainsi de suite. Moi, j'ai un souvenir de cette finale totalement incroyable. Oui, il va beaucoup lancer franc, mais l'agressivité qu'il met dans cette finale est incroyable. Un slasher. Incroyable. C'est vrai que le surnom Flash lui va très bien, mais un slasher incroyable, c'est-à-dire que sur son premier pas, sur ses démarrages, que ça soit balle en main ou à l'arrêt, il va à une vitesse et puis il est très vite haut. Et puis il a quand même, alors... Le Eurostep d'avant, Eurostep. Et puis si son adresse à 3 points est quand même très aléatoire, il a quand même un mid-range shoot incroyable. Ouais. Et puis des finitions, il est très vite au cercle. Au-delà, il est capable d'aller mettre des dunks incroyables dans les poires, mais c'est aussi un fort finisseur qui va beaucoup sur la ligne. Et ça fait basculer ses finales. Tu dis qu'il avait de la chance de récupérer le Shaq. Il récupère pas que le Shaq, il récupère le Shaq qui, un peu traumatisé de son départ des Lakers et de cette embrouille à ciel ouvert avec Kobe Bryant, et il débarque avec un peu plus de d'humilité en se disant je veux montrer que je peux gagner avant Kobe. Donc il arrive avec un énorme état d'esprit, le Shaq aussi, et ce qui va évidemment faire les affaires de Miami et donc de Dwayne Wade. Moi, quand je pense à D-Wade aussi, je pense vraiment, et je parlais du Eurostep, mais c'est un gars quand même qui, quand il rentre dans la raquette, trouve toujours des appuis, et des appuis sans marcher. Parce qu'aujourd'hui, on voit les Yanis, on a vu Harden ce week-end faire un marché, faire des triples pas. Hein, et le célébrer. Et célébrer, absolument. Le mec sont là sur le banc. Oui, mais il a fait 4 pas, frérot, en fait. C'est Lucas Ballot. Ouais, c'est Lucas. C'est du handball, les gars, quoi. Bientôt Harden, il va faire ça pour Chabala. Ouais. C'est clair. Pour la roucoulette, bien joué. Attendez. Je pense quand même que D-Wade ou Harden sera de super ailiers dans le handball moderne. Hein. Après, moi, je pense qu'il jouera arrière, vu les buffs. Hein. Ouais, c'est possible.
possible. Pivot. Ouais, c'est possible, absolument. Mais non, mais sa capacité à aller trouver le cercle sur des appuis, à virevolter. Alors, il a fait un peu moins en fin de carrière, c'est normal, mais quand il est au top, moi, ça m'a toujours impressionné de le voir trouver des finitions folles. Kyrie Irving l'a fait lui aussi ces dernières saisons, mais D-Wade, sans dire qu'il a inventé un truc, c'était parmi ses très très grandes qualités. En tout cas, sur la finale, et j'aime bien que tu parles de l'humilité de Shaq, parce que sur la finale, quand même 6 matchs, notre ami D-Wade est donc à 34,7 points de moyenne. On dit souvent que c'est le plus haut niveau qu'on ait jamais vu depuis Jordan. Voilà, sur une série de finales, sachant que le Shaq, qui a 33 ans, mais qui n'est pas encore cramé, n'est qu'à 13,7 points et 10 rebonds. Il y a un énorme collectif. C'est dingue. Antoine Walker est le deuxième marqueur de l'équipe. Antoine Walker, Jason Williams, il y a James Posey, il y a beaucoup de vétérans. Ouais. Et c'est Gary Payton, mais qui est nul, mais qui met un énorme tir. Et c'est Pat Riley qui crée, donc qui reprend le coaching à Stan Van Gundy en cours de saison pour dire ça va pas le faire. Et il avait encore une fois, il avait une idée derrière la tête. Et il a créé autour de D-Wade un vrai collectif et pas seulement un deuxième larron. Alors certes, le Shaq reste le Shaq. Sur les positions basses, forcément, il a amené beaucoup de défense. La gravité. Mais voilà, c'était surtout autour de Dwayne Wade que s'est créé un énorme collectif avec le Shaq en tête de gondole, mais c'était avant tout un collectif aussi. Absolument. Le Shaq de vieillit et ainsi de suite, on avance dans sa carrière, et il y a un entre-deux, et ça marche un peu comme pour Kobe, c'est-à-dire que quand le Shaq n'est plus là, c'est là où il va faire ses meilleures saisons individuelles, dont cette saison incroyable 2008-2009, où la saison d'avant, ils sont à 15 victoires. La saison d'après, Spoelstra déboule dans l'effectif, à la tête de l'effectif, alors que c'est un coach rookie. Et ils iront en play-off, alors que cette équipe, on leur promet absolument l'enfer. Il fait une saison, sa seule saison à plus de 30 points, sachant que c'est 30 points, 7,5 passes et 49% au tir. D-Wade est exceptionnel, il enchaîne les buzzer beaters. On se souvient du buzzer beater fou contre Chicago à un pied, là, où il monte sur la table de marque, il dit "This is my house". Ça, c'est des grands moments, j'ai des frissons même quand j'en parle. C'est des grands moments de D-Wade, en fait, qu'on retient aujourd'hui. On a presque tendance à l'oublier parce que tout à l'heure, tu as parlé des comparaisons sur son poste à lui. Et à cette époque-là, il y a aussi Kobe qui met d'énormes cartons. Il est le meilleur, oui. Mais on a tendance à oublier que Dwayne Wade était un scoreur incroyable et qu'il a porté cette équipe du Heat qui était dans une phase de transition. Spoelstra allait arriver ou commençait à arriver. C'était une équipe qui était loin de pouvoir rejouer à nouveau le titre. Mais quelque part, ils avaient ce mec-là qui leur permettait de rester sur la carte NBA, même s'il y a quand même, après le titre, une année sans play-off. Ouais. Et une année où ils se font sweeper au premier tour, parce qu'il y a aussi, et on va y venir, sur sa saison magnifique, il y a aussi beaucoup de blessures. Bien sûr. Il y a énormément de blessures. Et c'est quand même un mec, mais par son jeu, alors tu dis que c'était un bœuf, mais par son jeu, par ce côté à slasher, à aller tout le temps en contact, il va lisser des plumes. Il a, après le titre, il a 2 ans où il a des blessures. Après, il s'y remet. La saison 2009, il rate que 2 matchs. Il fait 51 après. Il est champion donc en 2006. Il fait 2006-2007, 51 matchs. 2007-2008, 51 matchs. Voilà, mais il rate 60 matchs en 2 ans. C'est là où donc, ils font 4 victoires. Mais le truc, c'est que ça fait partie de l'aléa d'une carrière. Et mine de rien, c'était à 15 piges. C'est fou de se dire que c'était à 15 ans et qu'il a eu les blessures et qu'en fait, il a eu des blessures dans l'ère du Big Three, mais finalement, on l'a un peu oublié. Je voulais un peu parler de l'affiliation parce qu'il en a parlé pendant son discours, notre ami D-Wade. Il a eu une petite déclat envers Kobe et évidemment sur le mindset de Kobe qui revient à chaque fois qu'on parle de lui aujourd'hui. Il a eu cette petite déclaration perspicace, j'ai envie de te dire. Kobe nous guidait, il a pris sa retraite et il nous a montré que l'on pouvait réussir, exceller dans un autre domaine que le basket. Il nous montrait la voie et maintenant son leadership nous manque. Donc je ressens la responsabilité de prendre le flambeau et de montrer la voie pour la prochaine génération. Kobe était un guide pour cette génération, de toute manière. Oui, c'est un basketement parlant, il les a inspirés. Et même en dehors du terrain, et c'est vrai qu'il parle souvent de... Il a rajouté aussi que Kobe disait toujours qu'il voulait inspirer les autres. Et Dwayne Wade, c'est ce qu'il a voulu faire aussi, et c'est ce qu'il a réussi. Alors sur le terrain, c'était un exemple aussi, par les résultats, par la manière, mais on sait que c'est un mec aussi qui vient de Chicago, qui a énormément œuvré pour la communauté, et qui le fait encore avec sa femme Gabriella Union. C'est quelqu'un qui est très proche aussi des problèmes sociaux aux États-Unis. Dieu sait qu'il y en a, et qui œuvre énormément là-dessus. On sait qu'avec son fils, par exemple, pendant la Gay Pride, ils sont aussi très présents. Voilà, c'est un mec très ouvert, et qui est très présent sur des combats sociaux importants aussi. Absolument. On déroule un peu la suite de sa carrière, et donc l'arrivée de LeBron et de Chris Bosh, pour former une super team. Les Tres Amigos. Les Tres Amigos, le Not One, Not Two qui restera ça aussi dans l'histoire. Des pires présentations de l'histoire, mais des meilleures en même temps. Et ça, c'est pas Dwayne Wade, quelque part. Tu vois, ça, c'est LeBron qui arrive un petit peu à la LeBron et il va le payer. LeBron de l'époque. Voilà, de l'époque. Et il va le payer cher. Il va le payer cher d'arriver LeBron qui arrive, qui a toujours pas gagné un titre et qui arrive en disant je vais en gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ils en gagneront 2.
en bac 2 sur 4. Ouais. Mais quelque part, c'est pas Dwayne Wade d'arriver de cette flambe-là de l'époque. C'est pas Dwayne Wade du tout. C'est un peu LeBron. Il va y revenir. Et quelque part, je pense qu'il est... Sur la première saison où il jouait avec LeBron, on ne sait pas qui. Tu te souviens, on avait plein de débats là-dessus. Ouais. C'était nous les débuts, on commençait à faire des émissions dans des studios. Dans des caves, tu peux le dire. Dans des studios à la prof, dans des caves. Mais du coup, c'était 1 bis, 1. Voilà, un bis, sachant qu'on ne savait pas qui était le vrai. Qui était le vrai. Et d'ailleurs, ça cause un énorme problème en finale face à Dallas. Revanche. Voilà, la revanche. On ne sait pas qui est vraiment le numéro 1. Il le paye terriblement. LeBron passe complètement au travers. Dwayne Wade, finalement, prend le leadership, mais on ne sait pas si c'est vraiment fait de manière naturelle. Et donc, la première année, quelque part, même s'ils vont en finale, ils ont quand même l'équipe pour gagner. Ça reste encore un énorme upset que Dallas gagne cette finale. Absolument. Et quelque part, les deux, ils vont devenir après amis et très proches, mais les deux se regardent et se disent... Qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un an, quand même, où on ne sait pas qui est qui. Moi, je me souviens de la saison 2010-2011, du coup, où ils mettent du temps à s'y mettre. Dans la saison, ils ont à trouver leur marque jusqu'à mi-décembre. Ils sont à 7-7 ou un truc comme ça. Et puis, d'un coup, énorme série de victoires parce qu'ils se mettent à défendre. Et c'est intéressant d'aller sur le côté défensif de D-Wade parce qu'il est cité avec Michael Jordan comme le meilleur arrière contreur de l'histoire. C'était un incroyable intercepteur par ses cannes, par son sens du jeu, et incroyable contreur aussi sur les tirs, il a des longs bras et il sent bien les choses, capable de mettre des planches, pas autant que LeBron, mais très fort là-dessus aussi. Pourtant, et je pense souvent au JO 2008, il y a beaucoup d'interceptions, mais c'est pas un mec qui stoppe les gars. Alors, c'est ça. Hier, il y a un tweet d'un mec qui dit, qui répondait donc à l'annonce de notre vidéo sur Dwayne Wade, et qui disait, j'espère qu'on va pas encore nous dire que Dwayne Wade était un tricheur en défense parce que c'est un des meilleurs intercepteurs, un des meilleurs contreurs. Iverson était aussi. Hein. Ouais, mais alors les deux peuvent marcher en fait. Alors tricheur, c'est peut-être un peu compliqué. C'est quand même un mec qui fait 3 fois All Defensive Team, oui. Donc c'est compliqué le traiter de tricheur. Même si dans le jargon basket, quand on traite un mec de tricheur, c'est pas spécialement péjoratif, c'est plus malin. Ouais. C'est plus malin. Oui, voilà, c'est plus un malin. C'est pas qu'un mec qui défend pas. Après, c'est un mec malin parce que effectivement contre dans les deuxièmes rideaux, interception, donc malin, mais pas. On a vu Jordan, Kobe se mettre des séquences défensives sur des tout-terrains. C'était pas son cas. C'était pas un stopper. C'était pas un stopper naturel. Ouais. Par contre, c'est un mec qui savait comment gagner, donc malin. Voilà un peu comment on peut définir le cas défensif de Dwayne Wade. Un malin. Et c'est vrai qu'il y en a plein dans le basket qui n'ont pas les envies ou l'attitude pour pouvoir stopper des mecs sur les cannes. Kobe avait ça, Jordan avait ça. LeBron était LeBron à l'époque de Miami était capable. LeBron à l'époque de Miami était capable. Kawhi, Paul George sont capables de le faire. Dwayne Wade n'était pas là-dedans, mais il compense autrement. Et c'est ça la marque des grands aussi, c'est d'être capable de dire ça, j'ai pas envie ou je sais pas le faire. Par contre, je le fais différemment. Après, il était ce joueur-là. Après, intercepteur, ligne de passe. Après, il n'a jamais été ciblé non plus pour ses 40 Non, complètement. On n'a jamais fait de liaison en disant vas-y, joue sur Dwayne Wade. C'est pas Isaiah Thomas. Voilà. Et le petit monsieur. C'est pas Thomas Hurtel en équipe de France, que j'adore d'ailleurs. Que j'adore Thomas Hurtel et que j'espère revoir aux Jeux Olympiques tant que c'est un joueur fantastique. Mais on l'a vu parfois Thomas Hurtel face à l'Espagne se faire cibler par des forts joueurs. Donc voilà, c'était pas le cas de Dwayne Wade. Revenons sur la finale. Donc du coup, ça m'inspire de trucs. Et je te pose la question comme ça, pour toi, sur la finale 2011 de Dallas, cette vidéo va durer grave longtemps parce qu'elle me régale. Je te le dis comme ça, je pense qu'il nous reste une demi-heure, mais à combien de points tournait D-Wade sur la finale 2011 ? Là, comme ça. Il est à 22, je crois. Pour toi, il est à 22. Alors, LeBron était, on s'en souvient, 17, à 17-8, qui est catastrophique. 17, ouais. D-Wade, sur la finale, il est à 26-5. 26, ouais. Mais moi, j'ai un souvenir de cette finale où LeBron est catastrophique, mais honteux et tout. Mais j'ai pas de souvenir de D-Wade sur la finale, d'impact de D-Wade. C'était les débuts de Twitter, et j'avais mis un tweet, je me souviens, j'avais dit LeBron, pendant ces finales, surtout sur le match 6, on dirait un enfant perdu dans un supermarché avec ses parents qui appellent au micro. Il avait un regard, d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on a vu ce regard-là. J'ai vu ce regard-là chez LeBron. Il avait un regard livide. J'ai l'impression d'un mec qui voulait plus être là. Et c'était à l'époque où on a commencé à dire, mais il y a un vrai. Alors, qu'est-ce que je m'en suis régalé. Depuis, c'est passé énormément de choses. Il a vraiment. Et ça sera l'occasion d'une autre vidéo certainement. Mais c'est vrai que lui, D-Wade, l'expérience déjà d'avoir été champion, avait pris le relais, mais c'était presque. Il s'était forcé à le faire. Il l'avait fait de la plus belle des manières, mais ça n'avait pas suffi. L'équipe, ça marchait pas comme ça en fait. Ce qui est dingue sur sa finale, pour clôturer tout ça, c'est que LeBron, et on pourra me dire ce qu'on veut, c'est une réalité, les stats en attestent, et les faits visuels et ainsi de suite. Il a fait exactement ce que fait le PSG chaque année avec des champions. Ils ont mouillé, craqué le slip, chié dans leur Benz, on appelle ça comme on veut, mais ils se sont chiés dessus. Après, LeBron lui donne une finale de merde en 2011, mais Dwayne Wade va se rattraper en 2014. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont 2 années où là, par contre, enfin, la hiérarchie est claire. LeBron
LeBron sera MVP 2012, MVP 2013, sachant que c'est la superstar, c'est le numéro 1. Alors, dans les stats, eh ben, il est un tout petit peu plus au point et ainsi de suite. Il va, même sa saison 2012-2013, où il sera poste 4 avec Chris Bosh en 5. Mais D. Wade, intelligemment, j'ai envie de te dire, décide d'être son lieutenant, en fait. Ouais, ça y est, il se trouve. C'est voilà, tu es le numéro 1, les choses sont actées. Je suis un numéro 2 de très très haut niveau et ça marche comme ça. Et c'est là qu'on commence à voir un échange entre eux un peu plus que ce qu'on voyait par le passé. Il y a cette série de victoires aussi que Chicago stoppe là avec Nate Robinson où je crois qu'ils montent à 30 victoires, non, 27 victoires. C'était 27 victoires, je crois. 27 victoires. Encore, c'est 33 de Karim, ouais. Et Jerry West d'ailleurs, ouais, dont on reparlera. Donc voilà, et là il se passe vraiment quelque chose. Ils ont mine de rien la haine d'avoir perdu la saison dernière et ils arrivent en finale face à des jeunes Thunder qui torpillent, ils perdent le premier match en finale. Mais là, ça y est, il y a une hiérarchie. Dwayne Wade est un fantastique joueur, mais accepte que LeBron devienne le numéro 1 et c'est encore une fois une forme d'intelligence d'un mec qui veut gagner. Ouais, non mais c'est clair, t'as raison. Moi tu sais, l'année dernière on s'était posé la question parmi les meilleurs duos, où est-ce qu'on les plaçait. Moi je les mets très 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 haut parce que normalement, ils ne sont pas censés être compatibles, dans le sens où ce sont deux porteurs de balles, deux créateurs pour eux, pour les autres, très forts en 1 contre 1, panne d'adresse parfois, tu vois. Donc, d'habitude, quand tu penses à un Jordan Pippen, hein, deux porteurs de ballon, en panne d'adresse, pas des adroits incroyables naturellement. Mais la différence entre Jordan et Pippen, c'est que Pippen, c'est le petit Jordan. On se pose jamais la question. Eux sont la même génération. Alors, en âge, D-Wade est plus vieux que LeBron, mais ils ont tout connu ensemble, c'est des copains. Alors que Pippen, au début, il arrive et Jordan est déjà Jordan. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, sur le profil, je peux l'entendre. Je parlais vraiment du profil. Oui, t'as raison. Mais du coup, leur association, alors j'enlève pas Chris Bosh, mais j'ai un nombre de alley-oop, de kiff partagés entre les deux qu'on reverra. Tu vois, là, aujourd'hui, on voit LeBron et Anthony Davis, ça se voit qu'ils kiffent jouer ensemble. Je retrouve pas le kiff immense qu'ils avaient tous les deux. On a d'ailleurs, grâce à eux deux, la plus belle photo de l'histoire de la NBA. Hein, évidemment, le alley-oop, il est comme ça avec LeBron. Bravo au photographe, hein, meilleur angle de tous les temps. Mais ça, c'est des moments qui resteront gravés absolument dans nos mémoires jusqu'au bout de la nuit, Erwan. Mais tu disais du coup que la dernière de 2014, D-Wade a cramé la dernière finale de LeBron à Miami. D-Wade et Chris Bosh. À l'époque, j'avais dit, ils l'ont abandonné. J'ai eu cette sensation. Il y a 6 ans. 2014, les 2 premiers matchs, Miami doit quasiment les prendre à San Antonio. Ça se joue à peu de choses. Ils reviennent à 1 partout, ils reviennent à 2-0. Miami, il n'y a pas scandale. Je pense que Chris Bosh et Dwayne Wade jouent simplement à leur niveau, sans être exceptionnels. Je pense qu'ils peuvent prendre les 2 premiers à San Antonio. Il y a les crampes de LeBron, on se souvient. Et puis après, très chaud dans la salle. et puis après à Miami, certes, les Spurs sont dans un nuage d'adresse. Ils auraient pu taper n'importe quelle équipe du monde de l'histoire. Mais j'ai l'impression quand même que la fin de cycle, elle est compliquée entre tout le monde et qu'il y a peut-être une saturation de ces trois-là. Donc la première finale que LeBron vendange. Alors certains diront que je suis peut-être très dur, mais re-regardez les matchs et re-regardez surtout les stats. Je sens que D-Wade, il la vendange, celle-là. Regarde, je suis sur les stats parce qu'on aime les stats. LeBron est très fort sur la finale d'un point de vue des stats. Hein. Il a 28 points, presque 8 rebonds, 4 passes, sachant que Kawhi est merveilleux sur les 3 derniers matchs. Il est tu sais qui est le meilleur incroyable. Tu sais qui est le meilleur scoreur de cette équipe? Je pense que c'est pas Kawhi. C'est Tony Parker. Et pourtant, il n'y avait pas photo sur. Il était en buni-à-buni avec LeBron. Et il l'avait éteint. Enfin, il avait éteint. Ah, mais je crois que c'est en 2013, Tony Parker. Autant pour. Non, mais attends, je suis devant, je peux te le dire. Hein. Tony Parker est à 18 points et Kawhi Leonard est à 17-8 sur la finale 2014. Tout à fait. Bah, tu vois. Et donc, les stats de D-Wade et de Chris Bosh, on va les donner les deux. 34 minutes, 15 points, 4 passes, 15 points pour D-Wade sur les 5 matchs et 14 points, 5 rebonds pour Chris Bosh. Les pourcentages, cher ami, 43% pour D-Wade. Il n'était plus. Et d'ailleurs, la suite donnera raison à cette théorie, c'est que LeBron se barre. LeBron se barre. Donc, ils étaient peut-être arrivés effectivement à la fin d'un cycle. Alors, on ne saura jamais, ou alors ils écriront un livre, sauf si D-Wade n'a toujours pas appris à lire. Eh bien, à écrire, je veux dire, pardon. Non, arrête. Ah, gros, moi j'ai. Mec, Francisco Totti, ça me fait rire. Dwayne Wade, ça me fait pas rire. Ouais, tu fais comme. Après, il y en a un des deux, c'est vrai que c'est avéré. L'autre, il y a encore des doutes. Mais bon, revoyez le passage à Marquette, il y a des phases un peu cheloues. Hein. Lui et D. Rose. Mais bref, c'est la fin d'un cycle en tout cas. Alors, allons sur la dernière partie de sa carrière. Chris Bosh, malheureusement, ne pourra jamais être le leader attendu. Il ira à Chicago. Est-ce que tu regrettes son départ à Chicago? Non, parce ta ville de cœur? Non, parce que sur le papier, c'est cool.
Sur le papier, c'est très cool. Sa ville de cœur, il y a quelque chose à Chicago. Quand tu es un mec de Chicago, tu vas mettre le maillot des Bulls. Il y avait quelque chose. On a vu All-Star Game, là. Ouais, ce que je regrette, c'est que ça soit aussi mal passé. Ce que je regrette, c'est qu'il déboule avec Fred Hoiberg comme entraîneur. Ouais. Voilà ce que je regrette vraiment. Après, le choix d'aller à Chicago, il y avait vraiment du sens, quoi. C'est le départ à Cleveland qui me. C'est un transfert. Ouais, un transfert à Cleveland qui me. Mais quelque part, c'est improbable. Hein. Mais quelque part, ce transfert à Cleveland lui permet de revenir après à Miami. Et là, la fin est fantastique. Et on a eu la chance de le voir en plus. Ça, on a eu la chance de le voir. Alors, on n'était pas au tir au buzzer incroyable contre les Warriors. Alors, les Warriors de l'époque, maintenant, hein, des grands Warriors. Un tir avec la planche à un pied, made in D-Wade, quelque part. Parce que quand on parle de D-Wade, et je parlais tout à l'heure du fait qu'il soit créatif dans la raquette, D-Wade, c'est aussi un gars qui est capable de mettre des paniers que seul lui est capable de mettre. C'est-à-dire des trucs un peu chelous, voilà, un pied, main gauche, main droite, teardrop, avec la planche. Il a ce truc-là. J'aime bien dire que, tu vois, dans tout cas, il y a des mecs qui, quand ils tirent de l'autre bout du terrain, il y en a, ça ne rentrera jamais. D-Wade, quand tu joues contre l'ordi, eh ben, il a tendance à en mettre trop souvent. Tu vois, et donc, parce qu'il a sans lui de mettre des paniers totalement improbables. Et ce dernier tir contre les Warriors restera évidemment gravé avec, incroyable. Avec un beau maillot et avec des belles petites tresses. On a fait le tour sur la carrière globale de D-Wade. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, peut-être Team USA. En 2008, il a un super rôle. Sur son retour à Miami, l'intelligence du mec, c'est dire qu'il est sixième homme. Ouais. Il arrive dans une équipe très jeune qui joue à la Miami, où on se passe beaucoup la balle, où le danger vient de tous les joueurs. Et lui, il se fond en sixième homme. Et il fait une dernière saison, je crois, à 14-15 points par match. Et encore une fois, c'est brave. Enfin, tu vois, je réussis ma sortie. Et c'est quand même important. On a vu quand même que c'est compliqué. Souviens-toi, le farewell tour de Kobe. Alors certes, il met 60, mais la dernière saison, c'est un enfer à voir les matchs. C'est un enfer. C'est compliqué de bien finir. Paul Pierce a fini sur les rotules où il a quasiment pas joué. Donc, et Dwayne Wade, lui, il fait une super saison. Ils font les playoffs. Ils se font sortir par Philadelphie, il me semble. Attends, je regarde là justement. Bref, en tout cas, voilà, il est sixième homme. Et je te dis, et quand on est allé dans les vestiaires faire ce reportage sur le retour de D-Wade, et quand on en parlait avec Goran Dragic, avec Kelly Olynyk, ils disent que lui s'en foutait en fait de sortir du banc. Il voulait juste amener son expérience et il communiquait vachement avec là. Et surtout, il était content d'être là. Il était content de se dire. C'est un vrai kiff. Il était content de finir chez moi. Ouais. J'ai pas besoin de me dire. J'ai pas besoin de me dire que je suis starter, que j'ai besoin de jouer 25 minutes, d'avoir des ballons. Je suis juste sixième homme. Ouais, mais je m'éclate et je suis content d'être là. Ouais, mais ils finissaient les matchs. Et alors, ils n'ont pas fait les playoffs, c'était l'année dernière du coup. Mais il y avait un truc qui nous avait marqué, c'est que par moment, on retrouvait le D-Wade hyper impactant dans un match, et surtout dans les fins de match. C'est-à-dire que dans les fins de match, il n'y avait plus balle aux autres. Hein. C'était D-Wade qui jouait les ballons. Avec Dragic, ouais. Et ça me fait penser à un autre truc. Du coup, quand je suis parti en 2016 pour voir Kobe, il avait été cata. C'est en 2018 qu'ils sont sortis par les Sixers. Je suis allé voir un match et du coup, j'avais eu la chance de voir le Los Angeles Lakers, de Clarkson, de Kobe qui jouait pas, de D'Angelo Russell, et contre cette équipe du Miami Heat avec Joe Johnson. J'avais été choqué par le talent, forcément, de D-Wade, mais la manière dont il jouait, parce que lui et Joe Johnson, on dit pas qu'ils sont smooth pour rien. Tout ce qu'il faisait, c'était hyper décontracté, fade away, tes jeux dans la gueule, des petits up Curry et tout ça. Et en fait, je me disais, mais putain. Facile, alors que c'est de la NBA. Et qu'en fait, nous, on est vraiment nuls à chier à côté. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on est derrière des bureaux et pas en NBA, je te dis tout de suite. Non, mais c'est clair. Mais je te jure, j'avais été choqué par la décontraction avec laquelle il abordait les matchs, sachant qu'il avait fait un bon match, tu vois mettre plein de paniers, ainsi de suite. Je fais putain, mec, ils sont trop forts ces mecs-là. J'aurais adoré être comme eux. Malheureusement, nous ne serons jamais comme eux. Voilà pour le petit tour de carrière de D-Wade. Alors maintenant, on va se poser cette question, quelle place dans l'histoire? Est-ce qu'on peut dire déjà que le numéro 1, c'est Michael Jordan, c'est pas l'anus de l'année, et le numéro 2, c'est Kobe? Difficile d'aller contre ça. Difficile d'aller contre ça. D'accord, donc il a sa chance pour être sur le podium, être avec la médaille de bronze. Ça te va? Troisième, ouais. Alors regardez les comparaisons. On voit les concurrents. Alors Jerry West qui est quand même, alors c'est le logo. Compliqué de parler des gens des années 60-70, ouais. Mais Jerry West 25 points à une époque où il n'y avait pas de panier à 3 poins, rappelons-le quand même. Donc ça veut dire qu'il fallait mettre encore un peu plus de paniers qu'aujourd'hui. Un seul titre NBA pour Jerry West, MVP deux titres NBA pour Jerry West, et 3 MVP d'une finale perdue. Tout à fait. Et puis tout ce que représente Jerry West. J'ai du mal, en fait, ça me dérange pas de mettre Jerry West sur la 3e place, mais malheureusement on l'a jamais vu jouer. C'est difficile de le mettre devant d'autres mecs qu'on a vu jouer. C'est compliqué, mais c'est bien aussi de se renseigner, d'avoir les histoires. Donc c'est quand même un mec qui a marqué quand même l'histoire aussi du jeu. Allen Iverson à sa manière, donc un titre de MVP, ce que n'a pas Dwayne Wade. Ouais. Ce que n'a pas Dwayne Wade, mais j'ai l'impression qu'il y a une longévité un petit peu moindre côté Iverson qu'on a pu trouver chez Dwayne Wade. Et moi, la belle comparaison, elle est là, elle est avec Clyde Drexler. Qui n'est pas MVP non plus. Non, qui n'est pas MVP non plus, qui est un énorme athlète qui perd 2 finales NBA avec une équipe
équipe très solide des Blazers de l'époque, qui gagnera ensuite avec les Rockets. C'est compliqué, mais malgré tout, j'ai envie de mettre Dwayne Wade comme sur le podium de ces arrières-là. De toute manière, alors si on Même si il y a un kiff Iverson incroyable, il y a un respect sans nom pour Drexler et West, mais Wade a d'être un gagnant leader, gagner en étant lieutenant, finir en étant 6e homme. Il y a une vraie affiliation au Heat. Bon, comme tu me diras, il y a Drexler aux Blazers ou Jerry West aux Lakers. De toute façon, il n'y a que des légendes là. Oui, oui. Voilà. Après, je pense que je pourrais entendre que certains me disent le contraire, que ce soit pour Drexler, Iverson ou Jerry West. Alors, c'est peut-être plus notre génération avec Iverson, mais c'est vrai que Wade, quand même, a une longévité et un apport terrible sur le jeu. Bah, il a pour lui des highlights très très hauts. Parce que Allen Iverson, par exemple, son année 2001, c'est une des plus belles années qu'on ait jamais vues. Il est donc MVP, il va en finale, il va taper les Lakers chez eux de Kobe et Shaq. 47. Il est MVP du All-Star Game. L'année 2001 d'Iverson est incroyable. Malheureusement, Iverson, il a un pic très très haut donc, dans ces années-là. Mais il n'a jamais réussi à se réinventer. Dès qu'il part. Dès qu'il part, ça devient 4. Alors, il y a avec Denver... c'est compliqué, avec Détroit. Avec Denver, ils arrivent en playoff. Avec Melo, ils sont dans un délire. Avec George Karl, ils défendent cacahuètes. Ils se font punir en playoff. Dès qu'ils partent de Philadelphie, on a beaucoup d'empathie et d'amour pour Allen Iverson. Mais à Détroit, son passage est assez anecdotique. À Memphis, on n'en parle même pas. Et son retour à Philly qui était super quand il embrasse le parquet, il y avait beaucoup d'émotions. Mais c'est plus le Iverson qu'on a connu. Alors que Dwayne Wade, jusqu'à la fin de sa carrière, c'est un mec qui va compter et qui va être performant. D'accord. Bah, certains diront peut-être Iverson et on comprend tout à fait. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, Jerry West, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai du mal à. Peut-être qu'il est 3e, mais bon, je vais pas le juger. Et Clyde Drexler, mine de rien. C'est un vrai gars, il n'y a aucun doute, c'est un vrai gars qui a regardé. Quelle est la meilleure équipe de tous les temps? Je pense les Bulls. Non, la meilleure équipe de tous les temps, vraiment. Ah, bah soit les Warriors, soit les Bulls. Non, de tous les temps, vraiment. Ah, je sais pas, le PSG 97, j'en sais rien. Je dois choisir une équipe de basket, la meilleure équipe de basket de tous les temps. Harlem Globetrotters. Participer la Dream Team, là, la Dream Team de 92. Je sais pas du tout où tu veux aller, hein, parce que oui. moi je vois 30 équipes NBA. Je voulais aller sur la Dream Team 92 où Clyde Drexler en faisait partie sans qu'il y ait débat. Oui, mais tu peux aussi dire pour la Redeem Team qui est l'une des plus belles, ou si ce n'est la deuxième, on va dire, plus belle team de USA donc, de l'histoire, donc celle de 2008. D-Wade est le meilleur scoreur. Ouais. Et Lord Charles Barkley. Tout à fait. Donc il y a un peu concurrence. D'ailleurs, son palmarès à D-Wade, on l'a pas mis, mais c'est le moment. Mon petit homme, n'hésite pas à nous le mettre plein pot pour qu'on continue d'apprécier cette carrière qui est quand même incroyable pour notre ami. Donc 3 fois champion, 1 fois MVP des finales. Et quand on parle des autres, c'est difficile d'aller contre cette finale. Donc on l'a dit à 35 points de moyenne. 8 fois All-NBA, 2 fois First Team. Oui, parce qu'il est venu 2 fois sur le plateau. 13 fois All-Star, 1 fois All-Rookie First Team et 3 fois All-Defensive Second Team. D-Wade, carrière exceptionnelle, incroyable. On parlera pas de sa mâchoire qui s'est développée au fil du temps, même si maintenant on l'a dit. J'essaie de réfléchir au moins. Alors les moins, j'en ai un petit peu. Moi les moins, c'est ses débuts avec Team USA. C'est ses débuts avec Team USA où pour attaquer la zone, c'est quand même compliqué. C'est en 2004. Non, il y a le Japon, il y a les JO. Il n'est pas là en 2002. Hein. Si. Lui, il est là au JO 2004. Ouais, mais il est au championnat du monde au Japon en 2006. Ah, 2006, pardon. Quand il perd contre la Grèce. D'ailleurs, il est avec Iverson et Duncan au JO. Au JO en 2004. Avec LeBron, avec Melo. Où là, on voit un athlète incroyable, surtout comparé aux autres joueurs FIBA. Mais j'ai aussi vu un joueur limité. Alors, il était pas abouti. Il n'était pas abouti, mais j'ai quand même vu un joueur. Je me souviens, en 2006 au Japon, je regarde sur la zone. Je me dis, mais en fait, si tu vis pas ça, à l'américaine. Pour les ricains d'attaquer la zone. Mais voilà, il a fait partie sur ses débuts à Team USA sont contrastés. Voilà, si on veut un peu chipoter et chercher un petit peu quelques difficultés dans sa carrière, je pense que ces 2 premières campagnes avec Team USA, ça n'a pas dû être les meilleurs moments de sa carrière. Je vérifie juste pour 2006. Attends, t'as regardé, excuse-moi, j'ai rien dit, j'avais un vrai doute, parce que ça... Ils font médaille de bronze. Oui, ils font médaille de bronze, mais j'avais juste un doute sur les petits cocos. Ils sont quand même investis, cette génération, sur Team USA, mine de rien. C'est un constat. C'est eux. Alors, tu as la Dream Team 92, après tu as 94 à Vancouver, ils marchent sur tout le monde, 96, ça marche sur tout le monde, mais le taf est fait. En 2000, pareil. Et 2000, pareil. Et puis après,
après, il y a une vraie cassure entre Indianapolis, où ils sont ridicules, et c'est vrai que c'est cette génération-là, cette draft 2003, entre autres, avec Kobe aussi, qui va remettre les Team USA sur le devant de la scène en disant on est la meilleure équipe du monde. Et ça va durer 10 ans jusqu'à cet été. Grâce à Coach K, on se souvient qu'il y avait une signature de charte, genre charte, d'ailleurs c'est en 2006, où il disait, l'équipe de France avait fait ça aussi, l'idée c'est que si vous voulez faire les JO, si vous voulez vraiment faire partie du projet, vous devez faire, même chaque été, tu sais, il y avait des camps. Et d'ailleurs aujourd'hui, tous les joueurs, là on a vu la liste des 44, tous les joueurs ont envie de faire partie de ce roster très élargi de Team USA. D'ailleurs, chaque été, comme ça, on peut voir un contrat de très très haut niveau entre KD, Paul George et James Harden. Et on voit d'ailleurs les progressions des joueurs qui y vont. Je pense à Kenneth Farid, je pense à tous ces mecs-là qui cliquent, ou James Harden d'ailleurs, qui cliquent après avoir profité des meilleurs joueurs de la Ligue. On voit cette superbe photo avec qui gagnera entre la Dream Team 92 et la Redeem Team de 2008, ou celle de 2012 parce que D-Wade est remplacé par KD. Bon courage, messieurs, dans le basket fantasme. Donc, pour clôturer un peu tout ça, d'abord on dira que D-Wade est un super joueur, mais qu'il est au-dessus aussi des Reggie Miller. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? J'ai oublié Ray Allen. Reggie Miller, Ray Allen, Manu Ginobili. Oui. C'est au-dessus? Voilà. Bah oui, c'est au-dessus. Oui, non, mais bon. Je pense qu'on est dans le chapeau. On est dans le chapeau 1. J'ai beaucoup d'admiration pour Reggie Miller, Ray Allen et autres, mais non, je pense que sur ça, à partir du moment où tu mets Dwayne Wade, moi je mets Dwayne Wade sur le podium, ouais, moi aussi. Même devant Iverson. Alors après, certains amoureux diront Iverson, certainement pas. Je peux l'entendre parce qu'il a amené un kiff. Pour certains, je pense qu'Iverson a amené un kiff que pas beaucoup de joueurs ont pu amener dans la ligue. Après, moi, sur la longévité, sur la gestion de fin de carrière, tout ça pour moi, voilà, j'essaie de prendre un mix un petit peu de tout, et donc je mets Dwayne Wade là-dessus sur le poste 3. Mais allez voir, ceux qui ne savent pas, Jerry West, ce qu'il a apporté à la Ligue, ce qu'il faisait pour l'époque, ce que pensent les gens de lui. Drexler, ce qu'il a fait, s'il n'y a pas de Jordan, Drexler, c'est le meilleur arrière de la Ligue. Sûrement MVP, voilà, sûrement champion, enfin avant, voilà. Sûrement MVP des finales, et ainsi de suite. Drexler, il s'est quand même frappé les Bad Boys de Détroit, les Lakers de Magic et les Bulls de Jordan. Donc bonjour la concurrence de l'époque. Ouais, bonjour, d'ailleurs, jusqu'à la finale, il était persuadé d'avoir le niveau de Jordan. Ouais, bah après, ça fait partie du jeu. On va pas lui en vouloir. Hein. Ah non, c'est un vrai gars. C'est absolument un vrai gars. Erwan, on voulait terminer avec une petite série de questions. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est cette petite histoire? Très rapide, j'ai envie de finir un petit peu sur un petit quiz, mais c'est vraiment des questions clac-clac, tu les as toutes. T'as le droit à une erreur. Si je fais géosciences, je suis dans la merde. T'as le droit à une erreur. Lieu de naissance? Chicago. Quelle fac? Marquette. Année de draft? 2003. Choix de draft? 5. Numéro à Chicago? 3. Ah, c'est pas ça? Non. Le 9 alors. Le 9, comme à Cleveland. Comme à Cleveland, putain. Combien de médailles avec Team USA? Ouah, combien de médailles 2. Non, 3. 2 de bronze, 1 en or. Ils font bronze en 2004? Ouais. Ah ouais, oui. À Athènes, ils font bronze. À Tokyo, ils font bronze. Ok, bien sûr. Et ensuite, c'est pourquoi ils portent le numéro 3? Il porte le numéro 3 parce que quand il regarde dans le rétroviseur, dans Jimmy Butler... il est très croyant. Il est très croyant. Et donc, la Sainte Trinité. Ah bah oui. Bah voilà. Ils sont tous très croyants, nos amis. Tu as fait 2, alors je t'avais droit à une erreur, et t'en as fait 2. J'ai eu un doute parce que, en plus, je me suis posé la question hier quand on préparait l'émission. J'ai dit, mais il avait quel numéro à Cleveland? Et oui, effectivement, là, je le vois avec le numéro 9. C'est normal, tu viens de me le dire. Merci. Encore un multiple de 3. Merci à D-Wade, en tout cas, qui est là. Regarde, il est très pieux. Il prie pour sa femme et ses enfants de continuer à bien vivre. Mais en tout cas, voilà, une belle vidéo pour célébrer la carrière de D-Wade, le fait que Miami ait retiré son maillot tout en haut de la Triple A. Qu'on a visité, que tu revisiteras, mon ami, en avril, coquin. Pour aller voir Sekou Doumbouya et Boston Celtics. Et en espérant croiser D-Wade dans la night. Pourquoi? Écoute, ça serait en général signe de bonne night. Ouais, tu m'étonnes. En tout cas, nous, on vous souhaite une excellente journée. On vous rappelle que donc jeudi, un First Day Show, évidemment. On fera de la NCA la semaine prochaine. On devait faire aujourd'hui parler de certains prospects avec envergure. Malheureusement, on ne pouvait pas. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après. La semaine d'après, peut-être. Mais la March Madness arrive. Eh oui. Donc je pense que la semaine prochaine, d'ailleurs, il faudra peut-être qu'on fasse une petite review, une petite preview de la March Madness qui va arriver, qu'on adore suivre chaque année. Pour la NCAA, pour ceux qui aiment le foot, donc on le rappelle, on se retrouve dès mercredi soir pour le Lyon-Juve, 8e de finale aller de Ligue des Champions. On vous souhaite une très bonne journée. Le rugby, il y avait un France-Pays de Galles incroyable. Donc dès aujourd'hui, si vous aimez le rugby, il y a le récap de France-Pays de Galles. Il y avait un Wilder Fury incroyable aussi samedi soir, et on était là dimanche pour en débattre avec nos amis de Bagarre Générale. Pas nous, hein. Enfin, bon, on était en régie, hein, c'est déjà pas, surtout Polo. Et donc on était là avec nos copains de Bagarre Générale pour revenir sur cette énorme branlée de Ils ont été très forts. Wilder, donc voilà. Voilà, si vous aimez le sport, ça se passe évidemment sur la First Team et sur First Team Sport. Tout à fait. Chers amis, une bonne journée. Je vais me prendre une petite gorgée de mon une belle semaine. Après le sport. Superbe. Après le sport, le réconfort.